la fin d'année. Docteur, quelle peut être déjà votre impression quant à cette période? Écoutez, merci de nous donner l'occasion d'échanger en cette période charnière de la vie de notre pays. Vous savez, aujourd'hui, plus que par le passé, nous sommes intéressés par l'avenir de Gabon. 56 ans après, aujourd'hui, le CTRI nous a imposé un état d'exception qui dure déjà depuis 15 mois. Vivement que ça finisse. Vivement que ça finisse, mais que ça finisse bien. Que le président du CTRI nous dise par où il commence et par où ça se termine. Parce que le 4 septembre 2023, il avait juré la main droite sur le cœur qu'il remettrait en phase les Gabonais avec leur dignité, qu'il restituerait les institutions, qu'il organiserait les élections crédibles, transparentes et dont les résultats seraient acceptés par tout le monde. Il a dit qu'il rendrait le pouvoir aux civils. Nous pensons que l'année 2025 débutant, le président de la transition n'a pas changé d'avis. Et donc, il remettrait le pouvoir aux civils. Et voilà, c'est notre espérance, notre espoir de voir le Gabon renouer avec, bien sûr, la démocratie et le pluralisme. Justement, à cet effet, docteur, dernièrement, le commun des Gabonais retiendra cette rencontre entre les membres d'Ensemble pour le Gabon et le président de la République, président de la transition, chef de l'État, notamment Brice Clotaire Oligny Nguema, Alain-Claude Bilebinze, responsable de cette plateforme, avec ses collaborateurs, avait été reçu par le chef de l'exécutif. Peut-on avoir un peu votre impression sur le contenu de cette rencontre? Écoutez, vous me demandez mon impression, mais ce qui importe pour nous, Ensemble pour le Gabon, effectivement, nous avons été reçus par le président de la transition, chef de l'État. Il nous a reçus et à l'occasion de cette séance de travail, nous lui avons remis notre production, nos propositions en matière, bien sûr, de la future loi électorale. Donc, notre impression, nous avons remis un document, nous n'avons pas à faire parler nos organes. Nous étions reçus dans un cadre tout à fait républicain, avec, bien sûr, les exigences protocolaires. Notre impression, suite à cela, c'est que nous avons été dignement reçus et le président de la transition nous a accordé le temps qu'il fallait et la considération qu'il fallait. Il n'y a pas de quoi à revenir, il n'y a pas de raison à revenir sur cette réception qui était une réception dans les formes républicaines. Docteur, nous allons directement en plein pied dans notre interview. Nous parlions d'ailleurs tout à l'heure de l'année qui tire à sa fin et nous savons qu'il y a des événements certainement qui ont pu vous marquer, de l'avènement du CTRI jusqu'à ce jour, 31 décembre 2024. Vous avez tantôt fait mention, fait état de la vision du président de la transition, notamment la prise du pouvoir, éventuellement la restitution de ce pouvoir, le retour à l'ordre civil. Mais dites-nous, chemin faisant, quel constat avez-vous fait ou que pensez-vous justement de cette initiative axée dans la restauration des institutions et la dignité du peuple gabonais par le CTRI? Non, mais de toute façon, aucune de ces idées n'a germé. Aujourd'hui,
la dignité des Gabonais n'a jamais été restaurée. Vous voyez, à cause d'un fallacieux prétexte du couvre-feu, le président de la transition a permis que ces militaires rasent avec une seule lame de gilette plusieurs têtes au mépris des règles élémentaires d'hygiène. Nous sommes dans un contexte particulier. Le Gabon est à 5% du taux du VIH-Sida. Vous savez que le VIH-Sida se contracte par le sang et venir blesser des compatriotes avec une lame non stérilisée est une mise en danger d'autrui. C'est donc un comportement qui doit être privé de l'amour de ses enfants. Et ces enfants vont passer ce réveillon du Nouvel An en s'imaginant le pire pour leur père. C'est dramatique. C'est dramatique parce que je vous ai parlé de ce rasage, je vous ai parlé de l'excès de zèle des militaires, je vous ai parlé bien sûr de la traque qui est faite aux opposants. Écoutez, cette année est une très mauvaise année pour les Gabonaises et les Gabonais. Nous avons vécu trop de scandales, trop de détournements de fonds. Monsieur de Gabon Oil qui a souhaité avoir 46 millions pour aller battre campagne pour Louis. Nous l'avons vu, monsieur du budget qui a accordé plus de 30 milliards de francs CFA pour des marchés de gré à gré, qui n'est pas poursuivi, qui a été simplement suspendu de ses fonctions. La dame qui a fait payer 60 milliards de francs CFA pour, bien sûr, un marché dont le pays avait pu tirer, bien sûr, le maximum de raison de la part du tribunal. Vous voyez, donc tout ça, et ça tourne autour du président, autour de la famille du président, ça tourne autour des amis du président. Vous voyez, le rachat d'Assala, dans quelles conditions, on ne sait pas. Bon, la création de Fly Gabon, écoutez, c'est une année dramatique, dramatique. Et vous avez tout de même l'avènement d'Ebomaf aussi qui semble faire les beaux jours. Ebomaf a dit que les Gabonais prennent tout en prêt. Vous voyez, je ne sais pas si c'est vrai, mais donc nous n'avons rien fait avec Ebomaf. Ebomaf est venu nous mettre un bateau d'occasion. Et puis voilà, on nous a dit que le Gabon a acquéri un bateau, alors que c'est un bateau, je sais pas, vous voyez, vous travaillez avec des gens. Je ne veux pas parler du bilan du CTRI, je veux parler de l'avenir. Le CTRI a prétendu nous libérer. Le CTRI, bien sûr, nous a démontré son incapacité et son incompétence. Vous pensez que c'est une pseudo de libération? Non, il n'y a pas de libération du tout. Libération contre qui? Ou face à quoi? Qui a été libéré? Un coup d'État sans effusion de sang, docteur. Cela ne frise-t-il pas une libération, un coup de libération? Ce n'était pas un coup d'État, je vous l'ai dit, ce n'était pas un coup d'État, c'était un arrangement intramuros. Jeudi, les parents, la famille Omar Bongo Ondimba avaient perdu les élections et leur cousin, bien sûr, pour sauver les intérêts de la famille, a simulé un coup d'État. Mais qui est aux affaires aujourd'hui? Qui est le président de l'Assemblée nationale? C'est le ministre de l'Intérieur, de la famille Bongo. Qui est aujourd'hui président du Sénat? Ben, c'est le ministre de la Santé, de la famille Bongo. Qui aujourd'hui est au représentant du président de la République? Mais c'est le cousin de la famille Bongo. Donc, rien n'a changé. Et qui gère les questions de finances? C'est BGFI, c'est la famille Bongo. Donc, rien n'a changé. Mais pourtant, du côté de la Cour constitutionnelle, nous avons tout de même l'avènement d'une nouvelle personnalité qui pourrait éventuellement garantir une élection libre et transparente, probablement.
Mais du côté de la Cour constitutionnelle, c'est le cousin du président de la transition qui lui est de la famille Bongo. Donc rien n'a changé. Docteur, serez-vous en train de simuler ou de nous dire qu'il s'agirait là d'une nouvelle supercherie perpétrée contre le peuple gabonais qui pourtant est en soif d'une véritable liberté, d'un accès à une véritable félicité? Mais je l'ai dit depuis, suivez-moi, si vous m'avez suivi, j'ai dit que c'était une arnaque. J'ai dit que le président de la transition n'avait pas dit la vérité. Ça n'a pas changé. Les raisons profondes de ce coup d'État ne sont pas les raisons évoquées. Je l'ai dit, je ne suis contre personne. Mais je constate que le président de la transition, c'est le cousin du président déchu. Je constate que le directeur de cabinet du président de la transition, c'est le directeur de cabinet du président Boranso. Je constate que le secrétaire général de la présidence, c'est l'ancien secrétaire général, conseiller du régime d'Ali Bongo. Oh, sauf s'il n'y a que eux. Docteur, certains citoyens estiment qu'il y a des faits marquants, des faits qui ont pu captiver l'attention du plus grand nombre au niveau de la nation gabonaise, surtout sous le magistère, le Brice Clotaire Olindy Nguema, qui est le président de la transition, qui voudrait éventuellement transformer évidemment le peuple gabonais, sa vie, son vécu, son quotidien. Au regard et à vous écouter, le pouvoir militaire pourrait avoir failli. Si oui, nous vous disons tout de même que vous nous donniez un peu votre impression, votre pensée sur le vote référendaire, succinctement. Non, d'abord, vous dites que, en fait, vous revenez souvent sur le bilan du CTRI, mais le bilan du CTRI est catastrophique, il est chaotique. Ils nous ont promis la restauration des institutions. Il n'y a pas de restauration. Nous avons un président de la République qui a 2 vice-présidents. Un vice-président du gouvernement et un vice-président de la République. C'est quoi l'innovation? Ou c'est un régime présidentiel avec un président et un vice-président élu en ticket, ou c'est un régime parlementaire ou semi-parlementaire avec un président et un premier ministre issu de la majorité parlementaire. Il n'y a pas. Qu'est-ce que vous voulez? 7 ans de mandat alors que nous voulons 50 mandats parce que 7 ans, il faut renouveler, c'est long. Pourquoi quelqu'un peut rester 14 ans au lieu de rester 10 ans? Pourquoi? Quelle est la plus-value? Donc, je pense que non, il faut savoir raison garder. Et vous me parlez du vote référendaire. On a voté quoi? On a voté une constitution qui a été modifiée en catimini par le président de la transition dans son bureau. Il est venu signer à la place de la liberté, selon lui, un document qui n'avait pas été, pour la promulgation d'un document qui n'a pas été voté par ses soi-disant soutiens. Il y a eu 71% des Gabonais qui n'ont pas participé au vote. Abstention, taux d'abstention. Qui a voté alors? Il y a bourrage des urnes, il y a eu l'achat de conscience, il y a eu le trafic d'influence. Qui a voté? On a mis 25 milliards de francs CFA pour avoir un taux de participation de 29%. Et dans les 29%, si vous faites le record, c'est selon eux, 91%. 91% de bourrage d'urnes. J'ai des gens, puisque je vais faire une tournée à Mimongo, d'ici la fin de la première quinzaine, la moitié de la première quinzaine du mois de janvier. Mais les gens m'ont dit et me disent, il n'y a pas eu de vote à Mimongo. Il y a eu à l'école catholique 18 électeurs sur 400 inscrits. Mais on a mis 400%, on a mis 400 électeurs, 100% taux de participation, 0 bulletin blanc, 0... Dans le Goué, le Haut-Ogoué est la seule province bénie de Dieu. On ne meurt pas dans le Haut-Ogoué. On ne tombe pas malade dans le Haut-Ogoué. On est fait pour être président de la République dans le Haut-Ogoué. Il ne tombe pas malade. Inscrits 100, 200, participants 200, bulletin nul 0, bulletin oui 100%, voilà, dans le Haut-Ogoué. Voilà. Lorsqu'ils n'ont pas fait 98% à la présidentielle, ben, ils font pratiquement la même chose pendant le référendum. Vous parlez des référendums? Non, c'est une mascarade. C'est une mascarade et il faut passer dessus. Heureusement
que les élections présidentielles approchent, le nouveau président va absolument, l'une des actions qui va être menée par le nouveau président, c'est réviser cette constitution. Réviser cette constitution, docteur, sauf que nous savons aussi qu'actuellement, le code électoral est en pleine révision. À quoi s'attendre? On révise le code électoral, oui, nous avons dit, nous, la plateforme, et c'est pour ça que nous sommes allés à la présidence de la République, nous avons remis le document, notre document, nos projets au président de la transition, mais nous lui avons dit, pour qu'il y ait une élection crédible, il faut un organe indépendant. Il faut mettre en place un organe indépendant. On n'a pas eu le temps d'éprouver le CGE, que le CGE a disparu. Non, il faut démontrer que le CGE n'a pas fait ses preuves, que les élections étaient en tout cas moins bonnes qu'avec le ministère de l'Intérieur pour faire disparaître le CGE. Le CGE a organisé les élections de 2018. Il n'y a pas eu de problème. Et le CGE s'apprêtait à organiser les élections de 2023. Le CGE les a organisées. Ce ne sont pas les élections qui étaient mauvaises, c'est la proclamation. Et le président du CGE a bien, dans les réseaux sociaux, nous avons eu un document sur lequel le président du CGE demandait la conduite à tenir. Ondosa avait 73%, Ali Bongo avait 23%, je ne sais pas combien. Il dit conduite à tenir. Et je pense qu'on lui a demandé d'inverser les résultats, il les a inversés. Vous n'avez peut-être pas confiance au ministère de l'Intérieur. Mais ce n'est pas moi, c'est le peuple gabonais qui dit que le ministère de l'Intérieur ne peut pas organiser les élections. Pourquoi? Parce que n'étant pas compétents? Non, ils sont... Juges et partis? Juges et partis, oui. Déjà, la liste électorale est faite par le ministère de l'Intérieur. Cette liste électorale peut être manipulée à souhait par les ministres. Vous voyez un ministre qui demande à un directeur général de lui passer la liste de ses électeurs, ne pas l'obtenir, vous voyez? Vous voyez là, le ministre de l'Intérieur demander à inscrire en dehors des périodes prévues par la loi des nouveaux électeurs dans sa circonscription politique parce qu'il veut aller gagner. Et vous voyez le directeur refuser d'accéder à cette demande. Vous voyez le ministre de, je sais pas, la Défense qui vous dit déplacer ces électeurs, ils ne sont pas favorables. Mettez-les à 30-50 km pour qu'ils n'élisent pas le jour du vote. Vous voyez le président, le directeur de l'instance refuser. Non, le ministre de l'Intérieur ne peut pas organiser des élections crédibles. Ça, c'est station de traitement des eaux usées issues des hôpitaux. Pensez-vous que le chef de l'État a toutes ces informations? Mais bien sûr, il sait. J'ai écrit à Alain Claude Bilebinze en tant que Premier ministre, chef du gouvernement à l'époque, sur cette question. Et je n'ai même pas eu le temps de discuter de ça avec lui. Voilà. Quel est le bilan? Monsieur, quel est le bilan? Le ministre de la Santé, comment il traite les déchets biomédicaux du Gabon aujourd'hui? Au lieu de mettre le ciment sur les routes, il devait se saisir de ce type de dossier. Nous ne traitons pas correctement les déchets biomédicaux. On les met dans la décharge publique. J'ai fait faire un texte, un projet de loi pour sanctionner, pour structurer, pour organiser la gestion des déchets biomédicaux. Le ministre de la Santé actuel, il ne sait pas ça. Donc, vous allez parler, on vous dit vous êtes contre votre frère. On n'est pas contre. On veut que les choses s'améliorent. Qu'est-ce qu'ils ont fait de la CNAMGES? La CNAMGES coûte à l'État 12 milliards, seulement les évacuations sanitaires. Je suis allé en Turquie. J'ai signé des contrats avec les Turcs pour les évacuations sanitaires. La CNAMGES ne prend pas à cœur ces questions d'évacuation sanitaire. Le régime déchu faisait venir monsieur, comment il s'appelle, un urologue de Nice, pour venir traiter les Gabonais à Libreville, plutôt que de les faire déplacer.
Mais pourquoi là, le gouvernement là, de transition là, ne poursuit pas dans d'autres secteurs? C'est-à-dire pas seulement l'urologie, la cardio, regardez les évacuations qui sont les plus importantes et faire en sorte que nous inversions la courbe et permettre aux Gabonais quand même, depuis que la CNAMGS existe, former des spécialistes dans les domaines les plus importants. La CNAMGS, le président Brice Clotaire Yingeba ne sait pas ça. C'est lui qui a payé l'évacuation sanitaire de Pascal et de maman Patience Dabani. Elle a été évacuée pour quelle maladie? Elle ne pouvait pas être soignée ici, ou on ne pouvait pas faire déplacer des médecins ici pour que ça coûte moins cher. Le billet des médecins et son per diem, ça doit faire peut-être 5 millions, 10 millions. Mais maman est partie d'ici jusqu'en France. La facture peut s'élever à 30 millions, je n'abuse pas. Alors, mais aimons notre pays. Ne venez pas nous faire des bilans qui n'ont ni tête ni queue. Moi, je crois que le CTRI doit avoir honte de parler d'un bilan chaotique. Et c'est pourquoi je vous dis, regardons après pour 2025, pas le bilan. Le CTRI ne nous a pas dit qu'il venait construire les routes en béton. Le CTRI ne nous a pas dit qu'il venait construire des écoles de, je sais pas moi, des lycées d'excellence. Le CTRI ne nous a pas dit qu'il venait créer une compagnie aérienne. Il n'a pas fait le coup d'État pour ça. Il n'a pas fait le coup d'État pour Ebomaf ou Ebomaf. Il a fait le coup d'État pour restaurer les institutions. Il a fait le coup d'État pour restituer l'honneur des Gabonais, la dignité. La dignité des Gabonais, ce sont les Gabonais au chômage. Vous voyez, donc ne parlons pas du bilan du CTRI. Parlons peut-être de ce qui va advenir du Gabon après le CTRI. Parce que le CTRI doit disparaître à partir du mois d'août 2025. À partir du mois d'août, cependant, au regard du climat qui prévaut, certains estimeraient que l'élection présidentielle pourrait être anticipée et probablement dans la période du second trimestre. Qu'en dites-vous, docteur? Bon, écoutez, moi je ne suis pas dans les spéculations. Nous avons dit au président de la transition, n'organise pas les élections en saison de pluie. Le second trimestre, c'est le mois de mars. Absolument. Mais nous lui avons dit, n'organise pas les élections référendaires au mois de novembre. Nous avons eu du mal même à tenir des meetings. Il pouvait donc y avoir déjà cette prétention, cette prémonition, surtout émanant de l'ensemble des citoyens qui, au regard du climat prévalant, la précipitation, le souhait du général à vouloir se défaire de sa tenue, il pourrait donc y avoir déjà cette planification, docteur. Non, mais le président de la transition n'est pas obligé de tout arrêter en 2025. Pourquoi? Il faut faire les choses correctement, il faut faire les choses proprement. Il peut aujourd'hui démontrer qu'il y a un cas de force majeure. Et donc entamer la 3e année de transition avec ses amis. Donc il n'y a pas de problème, mais il va se précipiter comme par le passé. Et il va mal faire les choses. Nous lui disons, monsieur le président de la transition, vous ne pouvez pas organiser les élections en mars, il y a la pluie, c'est la grande saison de pluie. Et puis, même si on ne tient pas compte des saisons, mais il y a quand même, sur le plan réglementaire, des contraintes de temps. Il va réviser la liste électorale. C'est combien de temps? En mars, vous avez la saison de pluie, la grande saison de pluie. Je vous ai dit que novembre nous a énormément pénalisés. Nous n'avons pas pu tenir les meetings à souhait. Nous n'avons pas pu nous déplacer parce qu'il y avait la pluie, il y avait des grosses averses. Et le dernier meeting, par exemple, nous l'avons organisé dans un gymnase. Donc, je crois que le président doit tenir compte de tout ça là. Nous devons, les élections doivent se tenir en fin d'année. Dis pas en fin d'année, je veux dire pendant les grandes vacances, pendant la grande saison sèche. C'est mieux. Et ça, c'est même seulement le contexte naturel. Mais le respect des délais, vous avez la révision de la liste électorale, de la révision de la liste. Et je ne sais pas comment on révise la liste sans tenir compte. Nous n'avons même pas encore réglé la question de la loi électorale. Normalement, il fallait finir avec la loi électorale et venir par la suite. Est-ce qu'on fera un découpage? Là, il y a toute Parce la que question. nous exigeons un découpage.
Donc vous voyez, qu'est-ce qu'on fait là? On nous conduit un peu vers le fait accompli. Monsieur le président de la transition fait ce qu'il veut, quand il veut, parce que c'est un général. Non, le président de la transition, là, oui, c'est un général, mais malheureusement, il est chef de l'État. En fait, il est dans la peau d'un civil. Il doit tenir compte, il doit écouter. Et je pense que c'est important. On ne peut pas organiser les élections au deuxième trimestre de 2025 parce qu'il faut mettre en place la commission électorale, même si c'est la commission du ministère de l'Intérieur. Les délais fixés, c'est 3 mois. Donc le temps de régler la question du code électoral en mars ou avril, le temps donc de mettre la commission en place, nous serons à mai, juin, juillet. Vous voyez? Et le temps de produire, bien sûr, le mois qui sied, c'est le mois d'août. Et au mois d'août, nous espérons qu'il ne sera pas candidat, comme je vous ai dit. Il ne sera pas candidat, d'abord parce qu'il connaît les dispositions de la charte africaine. Un président qui a participé, qui a fait un coup d'État ne peut pas être candidat. Il sait ça. Il sait que la charte de la transition ne lui permet pas d'être candidat parce qu'il était ministre de l'Intérieur, ministre de la Défense. Il sait ça. Et il sait que la nouvelle loi électorale, d'ailleurs l'ancienne, ne lui permet pas d'être candidat parce qu'il est militaire. L'article 11 dit qu'ils ne peuvent être candidats les militaires, donc les généraux, les hommes de rang, en activité. Il est en activité. Les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets, ils ne peuvent pas être candidats. Les comptables publics ne peuvent pas être candidats. Donc lui, il est disqualifié. Il faut qu'il démissionne, mais comment le président de la transition va démissionner? Il va écrire à qui? Le général Brice Clotaire Oligui Nguema écrit au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Peut-être qu'il y aurait une autre formule qui pourrait être trouvée mais la formule, par l'entremise de constitutionnalistes. On écrit au président de la transition, dans le cas d'espèce. On écrit au président le chef suprême des armées. Mais le président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est le chef des armées. Chef suprême des armées. Il va écrire à qui? Peut-être qu'il y aurait une formule à cet effet. Mais la formule, il va écrire à son adjoint, l'intérimaire, général Brice Clotaire Oligui Nguema, écrit au commandant en chef par intérim de la garde républicaine, c'est ça? Non, vous voyez, on est tous gênés. On est tous gênés. Et je crois lui le premier. Les gens ne l'aiment pas. Et les gens ne lui disent pas la vérité. Et vous voyez, nous là qui lui disons peut-être la vérité, nous sommes mal vus. Nous sommes traqués comme des rats. Nous sommes menacés. Il n'y a pas plus tard qu'hier, on me dit, écoute, vraiment, attention, là, c'est la nouvelle année. On ne sait pas. Donc nous devons tous nous taire. Docteur, des jeunes étaient en face de l'Assemblée nationale dernièrement, rappelant les autorités de la transition à leur engagement, notamment cette prise en compte de leurs revendications, notamment l'accès à un emploi décent, à une vie décente, docteur. Peut-être un commentaire? Non, il n'y a pas de commentaire. Mais attendez, c'est de la supercherie. Le président de la transition sait que la fonction publique ne peut plus embaucher. Pour quelle raison? Nous sommes à peine 2 800 000 habitants. Il y a trop de fonctionnaires. Il y a 100 000 fonctionnaires. Et les ratios nous obligent d'avoir 35 000 fonctionnaires. Nous sommes à 100 000 fonctionnaires. Mais nous sommes à peine un pays de 2 millions et quelques habitants. Nous sommes à 100 000 fonctionnaires. Et moi, je ne veux pas raconter des histoires, mais la masse salariale, la masse qu'il faut, le volume d'argent qu'il faut pour payer les fonctionnaires du Gabon, nous empêche de faire le développement du pays. Le budget de fonctionnement du Gabon, qui comprend entre autres les salaires, est un budget prohibitif. Avec ce budget-là, comme ça, là, on ne peut pas faire les routes, on ne peut pas construire les écoles, on ne peut pas construire les hôpitaux, parce qu'on n'a pas assez d'argent pour l'investissement.
il faut un budget d'investissement. Je ne sais pas, lorsqu'Ali est arrivé au pouvoir, il a dit le budget d'investissement, je vais le porter à 40%. Parce qu'il fallait probablement revoir aussi le train de vie de l'État. Non, mais il faut investir. Et nous, dans la réflexion que nous menons, il faut sécuriser le Gabon, le peuple gabonais. Et le premier pilier doit être la formation. Ali Bongo avait tout de même lancé quelques initiatives à cet effet. On se rappelle, avec Alain-Claude Bilébizé, ministre du gouvernement, un jeune, un métier, c'était un concept qui avait été lancé, même si quelques années plus tard, pas de fruits. Mais de toute façon, ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. Il faut demander à ceux qui ont lancé le concept. Ça n'a rien donné. Si on amène les BOMAP pour venir exploiter nos eaux, on ne comprend rien du tout. Et c'est volontaire. Le gouvernement doit créer une race d'hommes d'affaires gabonais. Il ne faut pas avoir peur de prendre le risque d'avoir des puissants gabonais qui ne sont pas forcément des politiques. Mais si les présidents, différents présidents, encore plus le président Brice Clotaire Oligui Nguema estime qu'il faut donner les taxis, on lui donne les taxis. Non, non, je suis très content de voir les Gabonais revendiquer, parce que c'était une arnaque. Le président a donné 500 postes, a prétendu accorder 500 postes à la communication. Tu ne peux pas, il n'y a pas de place. Prétendu donner 1000 places à l'éducation. Il n'y a pas de place. Ceux qui vont à la retraite sont moins importants que ceux qui attendent un travail. Et ces gens à qui vous avez dit, on va vous donner le travail, et il n'y a pas de travail, ce n'est pas la faute du président Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la réalité. Maintenant, entre la réalité et les promesses, il y a un monde. Le président doit apprendre à faire moins de promesses. Monsieur docteur, le commun des Gabonais sait tout de même qu'il y a eu énormément de détournements de deniers publics par le passé. Delta Synergie est justement cette nébuleuse qui revient, dont le nom revient à chaque fois dans le pensologisme des Gabonais. S'il fallait éventuellement procéder à l'interpellation de toutes ces personnalités politiques ayant autrefois occupé de grandes fonctions, ne pensez-vous pas que l'on pourrait renflouer les caisses de l'État et parvenir à la réalisation de tout ce que vous émettez comme projection majeure et capitale pour l'avenir du Gabon et de ses citoyens, notamment la création d'emplois? Question difficile à répondre. Non, mais vous savez, le Gabon est malade de ses dirigeants. Le Gabon est malade de ses dirigeants et c'est triste parce que ce sont les mêmes pratiques. Les pratiques décriées, les détournements de fonds, les chevelets, les bâtiments inachevés, les projets non démarrés. Mais qui fait ce qui est à l'origine de ça? C'est le président. C'est le président Ali qui a amené les agences. Et on a eu les Acrobacy Boys, on a eu les Bla Boys, on a eu les Young Team, on a vu les maquettes. C'est le président. Et là, c'est le président. Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est sa belle-sœur qui fait payer 60 milliards de francs CFA à une société occidentale pour avoir perdu le procès. Et pourtant perdu le procès. C'est le petit frère du président qui a détourné 30 milliards de francs et qui a donné des marchés de gré à gré. Bon. C'est le cousin du président qui a demandé 46 millions de francs CFA pour aller faire la campagne référendaire. Donc vous parlez de quoi? C'est le cousin du président qui aujourd'hui qui est responsable, qui est pointé du doigt comme étant ayant détourné de l'argent à Gabon Oil Company. Tous les scandales que vous voyez financiers, ils tournent autour du président. On n'est donc pas sorti de l'auberge. Non, mais le président ne laisse même pas la justice faire son travail. Il suspend. On suspend un directeur du budget. On suspend un directeur de Gabon Oil Company. On suspend. Est-ce que c'est ça la sanction? Suspendre, c'est quoi? Vous voyez, donc
Écoutez, moi, j'en ris. Je n'aurais pas aimé être à la place du président de la transition et c'est pour ça d'ailleurs que nous pensons qu'il faut qu'il se remette en question, il faut qu'il termine sa transition et il faut qu'il tire les leçons. Il tirera certainement les leçons, docteur. Nous arrivons au terme de notre interview, mais un point saillant, celui de la recrudescence des crimes rituels. Après Glen Mundende, qui avait été froidement arrosé, criblé de balles par des contingents de l'armée gabonaise, on se le rappelle tous, le Comité gabonais se le rappellera dans la zone de Mandji. Des crimes rituels ont repris, et d'ailleurs, s'agissant de l'assassinat de Glen Mundende, aucun résultat de la justice gabonaise, pourtant tout le monde sait de quoi il s'agit. Chemin faisant, sous l'ère Olingui, sous l'ère du CTRI, pour ne pas personnaliser l'affaire, il s'agit tout de même aussi de ces crimes rituels, des assassinats, des kidnappings. Et nous avons aussi le dernier en date, l'assassinat du maître Johan, un militaire également. Docteur, nous ne pourrons nullement terminer cette interview sans avoir votre impression sur cette recrudescence de la criminalité, éventuellement de cette injustice sociale qui jusque-là, en dépit de toutes les enquêtes menées, rien n'a toujours abouti. Docteur. Non, mais non, toutes les enquêtes ont toujours abouti. Toujours abouti. On sait qui a tué le petit dans la région de Mandji. C'est une équipe qui a été détachée, je pense, de Mouila, si mes souvenirs sont bons. Donc on sait qui était dans le véhicule, on sait qui a tiré. On vous donne 10 balles à chacun. Lorsque vous venez rendre les fusils, vous remettez les balles et les fusils. Mais si vous avez eu 10 balles et vous remettez 9, comment on ne peut pas dire que c'est vous qui avez tiré? Donc on connaît. Le dernier, le maître, on sait qui. Je pense qu'on sait qui l'a tué. Où il a été tué, lors de la torture. C'est un homicide involontaire aussi, il faut voir. Je crois que dans ce cas de figure, peut-être que l'idée n'était pas de l'éliminer, mais bon, s'il a été torturé et s'il n'a pas eu suffisamment de chance, on ne sait pas exactement dans quelles conditions et ce n'est pas bien de s'aventurer sur des choses dont on ne connaît ni les tenants ni les aboutissants. Nous constatons effectivement sur la base des photos qu'il y a eu des traces de sévices corporels, il y a eu... je suis gêné pour le président Brice Clotaire Oligui parce que c'est un de ses proches collaborateurs, un membre du CTRI, je crois, le secrétaire général du ministère de la Défense. Va-t-il pouvoir gérer la situation, selon vous? Gérer, qui va gérer? Le président? Le président, évidemment. Mais écoutez, si la loi doit s'appliquer, normalement elle devrait s'appliquer. Normalement elle devrait s'appliquer. Il faut qu'il évite de se mettre souvent au travers de la justice. Il a déjà fait sortir les activistes qui ont pratiquement insulté ou dénigré M. Opianga en son temps. 2 activistes ont été sortis de prison alors que, les pauvres magistrats, je n'aurais pas souhaité être à leur place. On a vu ça. On a vu aussi M. Opianga qui est poursuivi pour, semble-t-il, des questions de mœurs. Il aurait bien sûr abusé de sa fille, mais malheureusement nous voyons quand même que sa fille réagit là. Évidemment. Sa fille réagit, sa femme aussi, les parents et tout ça. Un dossier qui remonte à 40 ans, qu'est-ce qu'il vient faire ici? Est-ce qu'il n'y a pas la prescription? Vous voyez, M. Opianga, on découvre l'article 170, que M. Opianga a probablement fait partie des acteurs du 29 au 4 septembre. Mais donc ce n'est même pas un coup d'État, puisque le coup d'État, c'est une activité qui est menée par les militaires. Il faut donc se débarrasser de certains alliés pour je ne sais pas. J'imagine que ce qu'ils avaient prévu de faire ensemble, d'après M. Opianga,
n'est pas ce qu'ils sont en train de faire. Mais est-ce qu'il est poursuivi pour l'avoir dit? Est-ce qu'il est poursuivi pour l'avoir pensé? Mais moi, ce qui me gêne dans cette affaire, c'est que, j'ai dit déjà au cours d'une émission, que je ne faisais pas le procès de M. Opianga. D'abord, je le connais très mal. Et donc, ce qu'il a fait, est-ce qu'il a sorti sa fille? Est-ce qu'il a tué des gens? Est-ce que ça ne m'intéresse pas? Ce qui m'intéresse, c'est un compatriote que j'ai vu le soir, le matin du 30 août. Mais ça m'a surpris d'être avec les putschistes. Ça m'a surpris de voir M. Opianga de la majorité présidentielle être avec le président de la transition qui vient de déposer le président de la majorité présidentielle. Moi, ça m'a surpris. Je suis même gêné de parler d'un dossier comme ça. Moi, je ne ferai pas ça à sa place. Je ne pourrais pas déposer. Si j'étais encore de la majorité, je ne participerai pas. Je ne passerai pas. Je suis ensemble pour le Gabon. J'ai des amis. Je ne peux pas faire un coup aux amis. C'est immoral. C'est immoral. Donc voilà, on ne va pas condamner monsieur Opianga, Hervé, Patrick Opianga, mais nous constatons quand même qu'il a mangé avec les adversaires. Et ces adversaires peut-être n'avaient besoin de lui que pour la mission précise. Et la mission est terminée. Bon, écoutez. Il faut s'en débarrasser. Donc il faut tirer les leçons, c'est très dangereux. Non, je pense qu'il faut interpeller il faut attirer l'attention du président de la transition. Si M. Opianga l'a aidé à faire ce qu'il a fait, il faut qu'il tienne compte de ça parce que le ciel est très regardant. Le ciel, je parle de Dieu, je parle des mains de nos ancêtres, très regardant. Et vous me donnez l'occasion de parler de ceux qui sont en prison aujourd'hui. Les gens ont peur de le dire. Moi, je ne connais pas... Kelly Ondo. Je ne connais pas Kelly Ondo. C'est d'ailleurs pas le premier nom que j'aurais cité. C'est pas le premier nom que j'aurais cité. J'aurais cité le nom de Sylvia Bongo Ondimba, que je ne connais pas, qui ne m'a accordé aucune faveur. Que je voyais, mais vraiment sur son 31, mais qui était toute puissante. En tout cas, on la voyait. Est-ce qu'il avait du mépris pour les gens? Mais moi, elle ne m'a jamais approché. Je l'ai vu pour la seule fois que je l'ai vu, c'était au dispensaire de la Péri, qui est devenu aujourd'hui l'hôpital de la Péri. Moi, je l'ai vu en train de faire des grands gestes et tout ça. C'était la femme du président. Bon, écoutez, moi, j'ai beaucoup de mépris pour les gens qui ne se mettent pas à leur place, même si elle est la femme du président. Et donc, je n'ai jamais pensé me rapprocher d'elle. Ce n'est pas une parente, ce n'est pas une connaissance. Mais vous souhaitez... elle est en prison. Il faut la juger. Il faut la juger. Au besoin, condamnée parce qu'elle sera reconnue coupable des faits qui lui sont reprochés. Certains Gabonais estimeraient que ce ne serait pas un la team, la Young Team, je pense que ce cuisinier-là, il faut le juger. Il faut le juger et il faut qu'il soit reconnu coupable et on le condamne. Ou on le relaxe. Parce que s'il arrive quelque chose en prison, s'il tombe malade, si bon, on touche du bois, s'il décède, c'est un problème quand même. Monsieur Yann Ngoulou, qui était le tout-puissant, qui faisait d'un chien un ministre, on m'a d'ailleurs dit un jour, on va te présenter à Yann Ngoulou. Je dis, mais vous allez me présenter à Yann Ngoulou comment? Je ne le connais pas. Il a quelle expertise? Il est en prison. Ça devait être l'occasion de le rencontrer, de le connaître. Oh non, mais heureusement que je ne l'ai pas rencontré. Peut-être qu'il m'aurait nommé et peut-être que moi aussi je serais allé en prison. Toutes les personnes qui ont été nommées par Yann Ngoulou sont ou bien en prison, ou bien, je ne sais pas, en exil. Donc vous voyez, et ma mère, je rends grâce à Dieu. Je remercie ma mère, Sacha Germaine, qui m'a dit, docteur, est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Parce qu'il t'a épargné de la prison. Si les gars t'avaient nommé, tu serais peut-être en prison aujourd'hui. Tu sais. Donc, il faut rendre grâce à Dieu en toutes choses. Ces gars, même s'ils ont mis notre pays dans la situation que nous connaissons, il faut les juger. Il faut juger Kelly Ondo, qui n'a même pas réussi son coup d'État. Il faut le sortir de prison s'il n'est pas... Parce que ce n'est pas normal que l'article 170 de la nouvelle constitution ne concerne que les gens qui ont simulé un coup d'État, en fait. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une mascarade. Donc ce coup d'État, il faut voir avec Kelly Ondo, il faut voir comment Kelly Ondo peut sortir. Et tous les autres Gabonais qui sont injustement
garder en détention préventive. Il y a eu 1000 prisonniers dernièrement libérés par le président Olingi, que Liondo aurait pu faire partir de cet effectif. Qu'à cela ne tienne, docteur, dans quelques heures, la communauté internationale va célébrer l'avènement d'une nouvelle année. Un an s'en va, un autre s'en vient. Avec celui qui s'en va, certainement des souvenirs fâcheux également s'en iront. Et surtout que vous avez épilogué longuement sur ce qui pourrait être un bilan et ce sur quoi vous ne souhaiterez même pas y revenir. Mais nous savons qu'avec la nouvelle année, il peut y avoir de grandes perspectives. À cet effet, quel pourrait être votre, non pas le mot de la fin, mais quelles pourraient être des projections, des perspectives pour cette nouvelle année, tant les souhaits à l'endroit du chef de l'exécutif qu'à l'endroit de l'ensemble des citoyens gabonais, en passant bien entendu par les membres d'ensemble pour le Gabon. Ben, écoutez, moi, à l'endroit du chef de l'exécutif, mon souhait est qu'il respecte sa parole, qu'il ne soit pas candidat à la prochaine élection présidentielle, parce qu'il l'a promis. Et puis, bien sûr, qu'il remette le Gabon sur les rails en donnant une loi électorale impartiale, en donnant une loi électorale qui permette au Gabon d'organiser des élections justes, transparentes et crédibles. Donc je souhaite que le président de la transition ne fasse pas ce qu'il nous a dit pendant la Constitution. Il a dit de ne pas faire une Constitution à ses mesures à lui ou aux mesures de ses parents, mais ce qui a été fait, c'est une Constitution qui a écarté tout le monde. Les 70 ans ont été écartés, les 35 ans sont écartés, la diaspora est écartée, les binationaux sont écartés, voilà, donc, et même les descendants d'un ancien président sont écartés. Donc je pense que la loi électorale, aujourd'hui, souhaitons que le président écoute tout le monde et qu'il prenne la bonne décision, parce qu'il faut organiser les élections, il faut faire organiser les élections par une instance indépendante. Il faut mettre à plat la nouvelle liste, il faut mettre à plat les listes électorales. Il faut tout mettre en place pour qu'il y ait des plafonds dans le financement des campagnes. Il faut bien sûr une structure qui puisse veiller à ce que des actions vertueuses, des pratiques vertueuses soient bien sûr autorisées, permises, encadrées pendant les élections. Il faut que tous ceux qui sont en prison pour une raison ou une autre soient jugés. Donc c'est ce que je demande au président de la transition, s'il peut, et je lui souhaite beaucoup de courage, je lui souhaite beaucoup de détermination, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de pesanteurs. Et je souhaite effectivement à la fin que le président de la transition mette en place le comité justice, vérité et réconciliation. Je n'étais pas pour au début, mais avec tout ce qui se passe, je crois que nous devons nous battre pour amener le président de la transition à régler les questions de 2016. Qui a bombardé le QG de Ping? Combien de morts y a eu pendant cette descente? Qui a réellement gagné les élections? Qui a fait que le président Ali Bongo Ondimba soit déclaré vainqueur en 2023? Donc je crois qu'il y a toutes ces questions-là. Qui a détourné l'argent? Qui n'a pas fini les chantiers? Donc il y a toutes ces questions-là. Finalement, plutôt que de voir des gens qui nous narguent, plutôt que de voir des gens qui se moquent de nous, il faut mettre en place cette commission vérité, réconciliation et justice. Et à l'endroit de mes amis de la plateforme Ensemble pour le Gabon, nous n'avons jamais été dans une aussi meilleure posture de tout le temps que nous faisons la politique. Nous sommes une nouvelle espérance pour notre pays. Nous sommes l'espoir de notre pays. Nous devons faire en sorte que, malgré tout ce qui est dit, ne faites pas confiance à tel, il va vous rouler, ne faites pas confiance à tel autre, il a toujours été. Je pense que nous devons nous faire confiance. Nous devons nous mettre au travail. Nous devons faire en sorte, et le président de la plateforme Ensemble pour le Gabon
va certainement nous indiquer, à partir de l'année qui commence, du mois qui commence, va nous indiquer les principaux chantiers. Et moi, je dis à Ensemble pour le Gabon, réfléchissons pour concevoir, mettre sur pied notre projet de société. Vous savez, nous sommes un acteur majeur de la vie politique de notre pays. Nous avons réussi en très peu de temps à nous mettre, bien sûr, au niveau des plus grandes structures de notre pays. Je pense que, sans prétention, le CTRI nous regarde avec beaucoup de respect, avec beaucoup de considération. Donc, avant même de parler d'un engagement à l'élection présidentielle, nous devons égrener. Moi, je dis, et je le dis, je le réaffirme, le Gabon a beaucoup d'opportunités, beaucoup de choses. Moi, je suis médecin, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas heureux, je ne suis pas fier du système de santé de mon pays aujourd'hui. Je pense que je n'ai pas apporté grand-chose et je voudrais apporter davantage. J'étais inspecteur général de la santé, j'ai essayé de faire ce qui était en mon pouvoir, mais j'ai été très vite débarqué par le ministre de la Santé de l'époque, le général Zegui Zunzougou. Un peu jaloux peut-être, un peu... bon, mais en tout cas, j'ai été débarqué par lui. Parce que je suis allé, avec le Premier ministre Biogeba, parce que je suis allé dire aux pauvres fidèles qu'il n'était pas en règle de mettre en place, de tout mettre en œuvre pour avoir leur autorisation. Vous savez, je ne le dis pas, je ne le disais pas, mais je cite monsieur le général Zegui Zunzougou, qui est ministre des TP aujourd'hui. Je cite monsieur le Premier ministre Biogeba, qui aujourd'hui est le vice-président du PDG. Ben, je ne suis pas rancunier, puisque les postes que nous occupons sont des postes que nous sommes appelés à laisser. Mais comment on peut gaspiller, on peut détruire, hein? On s'était lancé sur une perspective pour restructurer notre système de santé. J'ai mis en place les nouvelles normes de santé. Jusqu'à présent, 12 ans après, il n'y a pas les normes. Les normes, c'est tous les 5 ans. Il faut actualiser. Donc, voyez le général Zegui Zunzougou, il est fier d'avoir cassé une dynamique. Il est fier. Il est fier. Donc, à l'endroit de mes amis de la plateforme, nous devons nous battre. Nous devons faire en sorte que la gestion des déchets biomédicaux, qui était un grand projet pour notre pays, soit prise en compte par les nouveaux décideurs après 2025, bien sûr. Nous devons nous battre pour que les morts, parce que ne peuvent être pris en charge correctement et passent d'hôpitaux en hôpitaux ou de clinique en clinique. Nous devons faire en sorte que ce nombre de malades, de morts très importants que nous pouvons éviter soit évitable. Nous devons éviter de faire comme les autres, aller faire des dons d'ambulance médicalisés à des structures qui ne peuvent pas les utiliser. Nous devons proposer, bien sûr, pour cette prochaine campagne électorale, un projet qui tienne compte, bien sûr, de la réalité de nos frères, nos compatriotes camerounais. Donc je dis, les vœux, c'est des vœux de bonne année, les vœux de nouvel an, les vœux pour un pays. Je dis au président de la transition, son slogan n'était pas adapté, parce que c'est enfin notre essor vers la félicité. Eh bien, c'est pas ce que nous vivons aujourd'hui. C'est pas en rasant les gens qu'on va atteindre la félicité ou qu'on va aller vers la félicité. C'est pas en permettant, bien sûr, tous ces scandales ou en couvrant tous ces scandales, en protégeant les responsables de ces scandales, que nous allons aller vers la félicité. Donc, je pense qu'à l'entrée de cette nouvelle année, à l'orée de cette nouvelle année, nous devons avoir plus de concorde, plus de solidarité, plus de patriotisme, plus d'amitié, plus de camaraderie. Et nous devons espérer avoir désormais des dirigeants qui pensent d'abord à leur pays. Il y a un conflit intergénérationnel. J'ai eu une émission il y a 2 jours sur, comment dirais-je, notre rencontre avec le président de la transition. J'ai compris que les jeunes de 40 ans sont absolument braqués contre nous qui avons participé à l'ancien régime. Mais personne de ceux qui sont là aujourd'hui ne peuvent bien sûr s'affranchir de cette contrainte. Tout le monde était avec l'ancien régime. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema était aide de camp depuis plus de 20 ans. Il a servi ce régime.
Donc on ne peut pas dire Bilé Binze, c'est l'ancien régime, et Oli Nguema, c'est un monsieur neuf. Non, si on veut sanctionner tous ceux qui ont fait partie de l'ancien régime, oui, tout le monde parle, y compris donc le président de la transition, même s'il a permis un coup d'État. Si on peut penser à faire les choses autrement, oui, vous savez, regardez l'histoire du Gabon. Le président Omar Bongo n'était pas un aide de camp du président Léon Barre. Il était ministre de la communication. Il était ministre, je pense, de la défense, je crois, délégué. Il était vice-président. Et il a géré le Gabon pendant 42 ans. Le président Ali Bongo Ondimba n'était pas un aide de camp du président Omar Bongo Ondimba. C'était son ministre de la Défense. C'était son haut représentant. Il a géré tant bien que mal le Gabon pendant 14 ans. Il ne faut pas donner la gestion de notre pays à quelqu'un qui va apprendre à gérer le pays. Il faut quelqu'un qui a un certain background, qui a une certaine comment dirais-je, maîtrise des dossiers. Il faut donc que les Gabonais, au-delà de l'image, au-delà du vecteur, au-delà de ce que nous avons fait, sachent que l'expérience, c'est quelque chose qui n'est pas monnayable. C'est votre mot de la fin.